Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Sanoner. Salut Caro et bienvenue sur Veto Micro. Salut, merci de m'avoir. Ouais, avec grand plaisir. Alors Caro, on se connaît depuis quelques années maintenant, on va pas compter puisqu'on a fait ensemble notre école. Mais pour pouvoir te présenter, ce que je voudrais dire, c'est que quand tu es arrivée à l'école vétérinaire, tu avais l'idée de soigner les chevaux. Et finalement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Tu es diplômée de l'ENVL donc en 2012, après une 5e année mixte équine-canine. Tu enchaînes avec finalement un internat uniquement des petits animaux de compagnie à l'ENVL. Tu travailles ensuite pendant 2 ans et demi à Clermont-Ferrand en canine pure avant de t'envoler pour les États-Unis où tu vas faire 1 an d'assistanat en médecine d'urgence et soins intensifs à l'université de Davis. Tu enchaînes ensuite avec 14 petits mois de révision pour décrocher à la suite le CFVG, puis le NAVLE, puis le Board de Californie. Et c'est ce 3e diplôme, ce 3e examen que tu décroches qui t'autorise à exercer dans cet État aux États-Unis à partir de novembre 2018. Depuis, tu exerces là-bas dans une clinique canine pure en tant que vétérinaire urgentiste. Suite au Covid, tu es rentrée en France avec ton mari pour une année sabbatique qui s'est finalement transformée en 2 ans et demi sabbatique et un retour aux États-Unis à 3 avec une petite fille. Dans la vie, ce qui te tient tout particulièrement à cœur, en plus de tes nombreux loisirs, c'est de chercher à comprendre le mieux possible les animaux pour prendre soin d'eux, pour trouver une manière de communiquer qui soit la plus juste et la plus éthique possible. Aujourd'hui, ton avenir est un peu incertain, notamment concernant l'aventure américaine, mais tu vas déjà pouvoir nous raconter comment tu en es arrivé là, en commençant par la première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors écoute, c'est une question qui remonte à il y a très 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 longtemps parce que aussi loin que je me souviens, même mes parents me disaient que déjà toute petite, 4-5 ans, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être vétérinaire. Donc ça remonte il y a très, je sais pas si on va dire les motivations à l'époque étaient très on va dire réalistes, mais en tout cas, j'avais voilà, cet amour des animaux depuis toujours, une mère dans le milieu médical et quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc voilà, c'était la suite logique des choses, de devenir vétérinaire pour pouvoir soigner et secourir les animaux blessés et malades. Donc voilà. Ok, c'était une évidence depuis toujours et tu as fait partie des personnes qui ont réussi aisément puisque tu as réussi tes 2 années de prépa, tu as intégré en tant que, comment on dit, si c'est pas carré, parce que moi j'ai intégré en tant que carré, je sais plus comment on dit. 3,5. 3,5, voilà. En 3,5. Tu as intégré en Ouais. 3,5. Tu gardes quel souvenir de ton arrivée à l'école Veto à Lyon ? Ah, c'était génial. Bah, disons qu'après, l'ambiance, hyper, studieuse et très, je vais pas dire stricte parce que j'ai quand même apprécié mes années de prépa pour une certaine chose, mais on va dire que voilà, après ces années de bachotage et de concours, l'arrivée à l'école avec l'accueil, les fêtes, les soirées, et la découverte, d'un milieu, enfin autrement plus festif que la prépa était quand même plutôt cool. Ouais. Donc non, l'arrivée à l'école, pour moi, j'avais trouvé ça, vraiment super chouette et très prometteur. Ok. Donc très prometteur l'arrivée, plein de fêtes, super ambiance. Et tu retiens globalement, quand tu repenses à tes années d'école Veto, tu en retiens quoi ?
Écoute, j'en retiens, alors bon, évidemment, les bases qui ont fait mon métier actuel, hein. C'est quand même malgré tout grâce à cela, que je peux faire ce que je fais maintenant. Je Mmh. pense qu'on a quand même eu globalement un enseignement, de qualité avec une exposition, au monde clinique, conséquent, notamment quand je compare à d'autres personnes que je connais qui ont étudié, dans d'autres pays. Ils ont pas, forcément autant d'exposition clinique en Mmh. école. OK. Et donc je pense que là-dessus, on a quand même été assez chanceux. Aux États-Unis, il y a pas mal d'étudiants qui sortent qui n'ont encore jamais fait une ovariectomie de chienne, hein, donc voilà. Nous, je pense qu'on a quand même été beaucoup plus, préparés, donc ça, c'était chouette. Et puis après, c'est aussi beaucoup, de relations quoi, d'amis, que j'ai pu découvrir, des amitiés que j'ai pu garder sur, les années, dont tu fais partie. Donc voilà, Oui. c'était des voilà, c'est vraiment enfin pour moi, j'ai vécu ça comme, j'ai vraiment beaucoup aimé moi mes années d'école. J'ai vécu ça un peu comme une grande famille qui avance tous ensemble, nos anciens qui nous soutenaient, des poulots qui arrivent, bon c'est le tour on va dire, entourés par nous-mêmes et puis les autres années et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer après 5 années d'école, de te dire: «Allez, je poursuis et je fais un internat universitaire»? Alors ce qui m'a poussée, c'est que alors en parallèle de ma fin d'année, de 5e année, j'avais commencé quelques gardes de nuit à droite à gauche et je trouvais que je me sentais en fait pas forcément, suffisamment armée pour, me sentir à l'aise, toute seule en fait, Ouais. en clientèle et donc en fait, j'avais voilà, je sentais avoir encore besoin d'une année de plus, pour pouvoir, perfectionner, on va dire, mes connaissances, et ma pratique à ce moment-là. J'étais déjà intéressée par les urgences et le soin intensif, donc c'était quelque chose qui me plaisait bien et je sais qu'en internat, on allait y être enfin, j'allais y être plus exposée que ce qu'on avait pu faire en 5e année. Ouais. D'autant plus que comme j'avais fait une 5e année mixte, j'avais pas fait énormément de rotation non plus en urgence, canine donc voilà. C'est vraiment ça qui m'a poussée, à faire l'internat, ouais. Et si je refais un tout petit retour arrière, je pense, à partir de quel moment tu t'es dit: «OK, finalement, ce sera pas les chevaux que je vais soigner»? Comment tu vois? Parce que tu arrives, tu fais du cheval depuis que tu as 8 ans, c'est un animal avec lequel tu apprécies tout particulièrement le contact et on aura l'occasion d'en reparler, là, pendant l'interview, parce que ça fait vraiment partie de ta vie. Mais à quel moment, en arrivant à l'école, tu t'es dit: «Finalement, c'est pas les chevaux que je vais soigner»? Tu te souviens? Alors je pense que ça a été au cours de mes années, cliniques, donc alors l'année exactement je sais plus, mais on va dire qu'à partir de la 3A probablement. En fait tout simplement au cours de mes rotations en équine, j'ai souvent été un peu frustrée notamment dans les gestions médicales de certains animaux où en gros, ben, on n'a quand même pas, les mêmes moyens en fait en équine qu'en canine en termes de, traitement ou de diagnostic et où du coup on se retrouve un peu limité et parfois à devoir, ben, soit euthanasier des animaux pour des choses qui me paraissaient, en soi pas forcément, vitales à la base, hein, mais, ou des choses Mmh. qui étaient plus limitées par, nos capacités médicales ou financières aussi parce que bon, c'est des animaux qui coûtent vite, cher, hein, en termes de soins Ouais. Ouais. et où du coup sur un plan purement, médical, c'est vrai que du coup, moi qui aime bien aller un peu toujours au fond des choses, et à un peu pousser les pistes jusqu'au bout, c'est vrai que c'était plus limitant. Après, bon, j'ai fait aussi plusieurs stages avec, des vétos équins et notamment, mon veto équin depuis toujours que j'avais pour mon propre cheval. Ça reste quand même un rythme de vie qui est quand même très soutenu. Une des choses qui m'a décidée également à rester en canine, c'est que, ben, tous ces vétérinaires en fait équins que j'ai pu côtoyer, eux aussi avant montaient à cheval et profitaient en fait en gros du contact avec les chevaux comme loisir et depuis qu'ils font ce métier, n'en font plus du tout. Et c'est OK. devenu quelque chose qui pour eux n'est plus du tout une source de plaisir, en tout cas autre et qui ne le gardent pour leur travail, mais c'est comme s'ils sont déjà, dans ce milieu-là toute la journée au boulot, en fait, c'est plus forcément un milieu qu'ils ont plaisir à retrouver en tant que loisir pour se sortir un peu, Mmh. de la tête, d'autres choses et donc ça, j'ai vraiment préféré du coup garder, le milieu équestre, pour, mon loisir
mon passe-temps, et puis me focaliser au niveau professionnel sur les petits animaux. D'accord. Ce qui correspondait plus en fait à mes attentes, ouais. D'accord. Je te pose une question un peu boule de cristal, et puis c'est ok si t'as pas la réponse. Là, si on te disait, ben en fait, tu vas pouvoir être veto équin et vraiment sentir que tu fais de la médecine de qualité, où tu vas au bout, où tu es très, très rarement limité par les moyens médicaux et les moyens financiers, et tu vas garder vraiment ce plaisir du contact avec le cheval dans ta vie personnelle, avec ton cheval, etc. Est-ce que ça te donnerait envie de faire de l'équine ou pas du tout aujourd'hui? Oui, sûrement, ouais. Bah, je me suis d'ailleurs posé la question il y a pas si longtemps, Ouais. en fait, en Tu ne me dis pas tout. reprenant je ne t'ai pas tout dit. Ben, pas de me replonger en équine, mais disons que le contact effectivement avec, les chevaux, je m'y suis vraiment plus replongée là ces quelques dernières années, Mmh. et je me rends compte que ça m'a vraiment manqué, et c'est quelque Mmh. chose effectivement que je me surprends à, oui, à pas à regretter, mais de voir qu'effectivement mes sorties que je faisais à l'époque avec, voilà, ces vétérinaires et cetera, c'est quelque chose qui me plaisait, en fait. Donc pourquoi pas? Ça aurait été quelque chose qui aurait pu, me plaire. Bon, là, voilà, ma vie s'est tracée sur un autre chemin, mais pourquoi pas? Oui, dans les bonnes conditions, c'est quelque chose que je pourrais tout à fait envisager, oui. OK. Donc quand tu dis tu pourrais envisager la médecine vétérinaire avec les chevaux, est-ce que tu as aussi envisagé, du coup de travailler avec les chevaux, mais autrement qu'en tant que vétérinaire pur? En fait, du coup, je me suis demandé, quand je voyais que le contact, avec les chevaux, c'était quelque chose qui me manquait, mais qu'en même temps, j'étais pas forcément prête à me lancer en tant que vétérinaire, généraliste, voilà, en équine. Je me suis éventuellement intéressée à, alors, pour l'instant, ça reste qu'à l'état de projet, hein, j'ai encore rien concrétisé, mais les idées se forment d'éventuellement, passer des diplômes en ostéo, en acupuncture, pour pouvoir, D'accord. voilà, être au contact des chevaux, mais par ce biais-là. Alors avec, bon, ma casquette vétérinaire, bon, qui reste vétérinaire canin, donc il faudrait quand même, que je remette à jour sûrement quelques quelques notions, 2 ou 3 quoi. mais effectivement, voilà, pas grand-chose, hein. Mais ouais, voilà, aborder, on va dire, mon équin sur des aspects que je trouve, très complémentaires de la médecine, voilà, classique, ouais. OK. Mmh. Ah d'accord, donc tu y réfléchis et tu te laisses des portes Voilà. ouvertes quoi, ce que je comprends. Voilà, tout à fait. Il y a encore OK. rien de particulièrement concret pour l'instant, mais pourquoi pas, c'est éventuellement un projet futur, On va revenir, quelques années en arrière, à la fin de ton internat. Donc tu as fait l'internat notamment parce que tu voulais te sentir, plus armée pour, pour entamer un travail en tant que vétérinaire, généraliste. Finalement, comment tu te sens à l'idée de prendre ton premier travail en tant que véto, à l'issue de l'internat? Bah, c'était un petit peu, bon, c'est toujours un petit peu stressant, mais disons que j'ai fait ça un peu en transition. C'est-à-dire que pendant l'internat, je faisais des gardes de nuit dans une clinique, à Villefranche, dans laquelle en plus, exerçait mon ancien, donc c'était cool. On avait Mmh. au moins un contact, assez cool là-bas. À la fin de mon internat, j'ai pu faire, il travaillait de jour aussi, mais du coup dans une ambiance, enfin dans une équipe que je connaissais déjà. Donc c'était très rassurant pour moi, et puis en fait, c'est que quelques mois plus tard que j'ai pris donc mon premier vrai boulot, à Clermont-Ferrand, et là, je me suis retrouvée encore une fois dans une équipe, on était déjà 6 ou 7 vétos, donc ça, en fait, c'est quelque chose qui me rassurait. J'avoue que je me sentais pas forcément, de commencer à bosser toute seule dans une clinique, où je devais travailler toute seule, directement en sortie d'internat. Ouais. Mais, en tout cas, dans une équipe à plusieurs, voilà, c'est quelque chose qui m qui m'allait bien, puis qui m'a pas trop stressée. Je voyais que mes collègues étaient quand même, présents, pour m'aider si besoin. Enfin voilà, il y avait, je m'entendais bien avec eux, donc globalement ça s'est bien passé, hein. Il y a pas eu de soucis particuliers, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu impressionnant au début, mais tant qu'on arrive à trouver un environnement dans lequel on se sent, à l'aise et surtout soutenu, c'est vrai que je pense que c'est le plus gros stress quand on est étudiant, quand on finit ses études, c'est de se lancer, enfin dans la vraie vie, hein, parce qu'on est Mmh.
les cas sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on voit à l'école où on a 4 autres personnes qui sont passées avec nous pour gérer le cas. C'est pas la Ouais. même chose. Mais voilà, savoir que on peut, voilà, on a le droit à l'erreur du moment qu'on s'en rend compte et puis qu'on peut aller effectivement demander conseil à des collègues. Ça, c'est quelque chose qui est toujours hyper rassurant, quoi. Qu'est-ce que tu as reçu toi comme marque de soutien du coup, en tant que jeune véto, qui t'ont marqué, notamment dans ce premier job? Alors, bah, j'avais notamment un de mes collègues qui faisait tout ce qui était, imagerie et chirurgie et donc il y a eu Mmh. pas mal de fois où on faisait, les échographies ensemble. J'ai été même, 2e main avec lui sur des chirurgies de hernie discale, chirurgie de tissu mou. C'est là où j'ai appris à faire mes premiers corps étrangers, intestinaux et cetera. Donc j'ai été pas mal, on va dire, enfin, soutenue et formée pour les opérations chirurgicales, je dirais, courantes. Et puis, voilà, mes débuts d'échographie, j'ai même fait des endoscopies toute seule. J'ai fait un retrait de corps étranger œsophagien sur un chat toute seule. Mmh. Donc, des choses que, voilà, que j'étais très très fière d'avoir réussi à faire. Alors toute seule, mais avec c'est mon collègue qui me regardait à côté pour me, voilà, pour me guider. Mais voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles j'avais été, ouais, bien, en tout cas, j'ai acquis au final, pas mal d'expérience, ouais. Ouais. Oui et j'entends que du Mmh. coup, il y avait, à la fois il te montrait, à la fois il pouvait aussi, être à côté et t'accompagner pendant que tu faisais. Donc il y avait vraiment quelque chose de très graduel dans la montée en compétences, quoi. Oui. Et typiquement Oui, et sur puis ça quelque chose dépendait après de de ce qu'on faisait. oui, bah, oui, j'imagine. Voilà, j'ai jamais fait toute seule une hernie discale, mais j'étais tout le temps avec lui, dessus, mais voilà. Je trouve ça plutôt rassurant, Pareil étant donné les que t'es pas voilà, spécialisée ou enfin que tu t'es pas beaucoup entraînée, ce serait un peu inquiétant. voilà, mais Oui. tout ce qui est effectivement toutes les les chires ortho, bon ça je faisais qu'assister, mais après ça donne aussi, des connaissances en termes simplement de surveillance anesthésique, de Ouais. gestion post-op, enfin voilà, Mmh. de toutes ces choses-là dont il faut aussi pouvoir parler aux gens. Parce que les gens, quand ils viennent te voir, même si c'est pas toi qui fais l'intervention, c'est à toi qu'ils vont demander comment ça se passe et en post-op, comment ça va se passer et ci et ça. Et donc voilà, avoir un peu, Mmh. voir comment ça se passe, ça c'était très bien, ouais. Génial. Il y a, un souvenir que tu m'as enfin, une situation que tu m'as racontée, il y a donc des années, qui s'était produit dans ce job, où ça parlait notamment d'une petite chienne malinoise qui était hospitalisée. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter, cet épisode? Parce que je trouve qu'il montre bien, heu, ce qui est important pour toi et ce que tu es capable de faire, même si ce n'est pas forcément un exemple à suivre, puisque la mise en danger, c'est quelque chose qui est un peu borderline chez toi, je dirais, si je peux me permettre de te le dire comme ça. Mais je veux bien que tu racontes, ce que tu as vécu avec cette chienne et qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, tu vois, le souvenir que tu en gardes, parce que je trouve que c'était un beau Ouais. souvenir pour une véto quand même vraiment jeune, mais qui parle bien de toi. Ouais, bah, c'est vrai que oui, bah, ça reste un de mes plus beaux souvenirs, ouais, Mmh. de jeune véto. C'était en fait une petite chienne d'1 an qui s'était fait taper par une voiture. Donc c'est un accident de la route. La chienne a été amenée, par ses propriétaires et on lui a rapidement diagnostiqué une fracture du fémur et également un pneumothorax. Donc la chienne, donc on avait prévu effectivement de réduire sa fracture du fémur, mais on attendait quelques jours que son pneumothorax se résorbe ou soit en tout cas plus stabilisé. Elle était pas en détresse respiratoire, mais on n'avait pas envie de l'anesthésier avec un pneumothorax. Donc elle a été hospitalisée et c'est vrai que mes collègues, bon, n'avaient pas forcément toujours de la plus grande douceur quand ils manipulaient les patients. Et bon, sur une chienne malinoise douloureuse avec une fracture, autant dire que si on n'a pas beaucoup de douceur et de tact, ça se retourne contre vous. Donc, la chienne est devenue Mmh. très vite, très extrêmement agressive. Elle attaquait les barreaux de la cage. Les ASV n'étaient même plus capables d'ouvrir la porte, pour pouvoir, lui mettre de l'eau dans sa gamelle. Donc on utilisait des seringues, à travers la grille pour pouvoir lui remplir sa gamelle d'eau. Enfin bref, c'était n'importe quoi et ça, c'est quelque chose qui moi m'a profondément touchée. Moi, j'ai toujours été très proche du ressenti de l'animal et avoir vraiment envie de les comprendre et surtout qu'ils me fassent confiance.
Et donc en fait, entre chaque consulte, dès que j'avais un petit moment, en fait, j'allais m'asseoir en fait, devant la cage. Alors, au début, j'étais de dos, je m'adossais en fait sur la cage d'à côté pour qu'elle s'habitue à ma présence et puis, petit à petit, en fait, à force de faire ça, elle tolérait très bien que je vienne, elle venait même essayer de renifler à travers la cage. J'ai pu commencer à lui donner des croquettes à travers la cage, à la nourrir et elle s'est petit à petit vraiment détendue en fait, avec ma présence. Alors dès que j'avais un autre collègue qui passait, elle se remettait à grogner, à être agressive vis-à-vis d'eux. Donc c'était pas du tout gagné, mais en tout cas avec moi, elle montrait plus aucune agressivité et puis petit à petit, donc à force de faire ça à travers la cage, j'ai fini par ouvrir la cage et la laisser venir et en fait, la première fois que j'ai ouvert la cage, elle a rampé vers moi, elle s'est couchée sur mes genoux. C'était, Mmh. c'était vraiment quelque chose d'incroyablement fort. Et elle s'est mise sur le dos quoi, sur le dos, pour, se faire caresser le ventre. Enfin, c'était vraiment mignon et c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marquée et donc à tel point que du coup, quand on a finalement pu, l'opérer de sa jambe, c'était sur un jour où je ne travaillais pas normalement, mais où mes collègues m'ont demandé de revenir à la clinique ce Mmh. jour-là spécialement pour que je puisse gérer en fait, tout le pré-anesthésique, avec elle et c'est moi qui m'en suis occupée, lui poser son cathéter, l'endormir et cetera jusqu'à ce qu'elle soit, voilà, au bloc quoi donc Tu l'as fait seule, du coup? c'est Elle t'a laissé faire, toute seule de poser le je l'ai cathéter? fait je l'ai fait seule, je sais plus si j'avais une ASI avec moi ou si je l'ai fait vraiment toute seule, mais bon, elle me permettait de vraiment faire, tout ce que je veux, hein. J'ai même pu aller faire moi-même, je l'ai portée jusqu'à la table de radio, lui refaire sa radio de thorax, de contrôle avant l'intervention sans anesthésie, Mmh. et elle m'a laissé faire toute seule, hein, donc ça y est, Ouais. c'était vraiment, enfin ça m'a vraiment beaucoup touchée et en post-op, en fait, quand les gens sont venus, les propriétaires sont venus la récupérer. Bon, évidemment, elle est allée vers eux, leur a fait la fête et dès qu'elle a eu fini de leur faire la fête, elle s'est retournée et elle est revenue me voir, pour me faire la fête aussi, voilà, avant de retourner, chez elle. C'était voilà, ça, c'était vraiment, vraiment très fort et puis c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre que parfois, bah, effectivement, faut prendre le temps, on gagne du temps, en fait. Voilà, quand Ouais. on veut faire les choses plutôt On que de gagne du temps, forcer, ouais, on gagne du temps, de la satisfaction d'avoir, respecté, l'animal, et de la sécurité. Parce que j'entends aussi que, du coup, toi, tu n'étais plus en danger du tout avec elle. Enfin, dans la mesure où c'est oui, un oui, animal qui a mal, on fait quand même attention parce que si tu fais n'importe quoi, elle peut évidemment. avoir un réflexe de grogner ou de mordre parce qu'elle a eu mal. Mais je Mmh, trouve ça, enfin moi cette tout à histoire, fait. elle me met les larmes aux yeux quand je t'écoute parce que je me dis, putain, le nombre de morsures probablement qui pourraient être évitées ou de situations, terriblement, traumatisantes pour les animaux qui pourraient, être évitées ou être récupérées. Parce que j'entends aussi que cette chienne, elle était dans un état, Oui, «émotionnel» entre guillemets, si je peux le dire comme ça, bah, catastrophique, disons qu'elle et qu'avec venait toi, oui, elle voilà, elle a venait de se faire taper, bah, c'est vrai que ouais. voilà, elle venait de se faire taper par une voiture, elle avait une fracture de fémur, elle était dans une clinique en cage. Enfin bon, il y avait quand même beaucoup de stress pour cette pauvre chienne, c'était une jeune chienne d'1 an, voilà, elle avait je sais pas du tout comment elle avait été sociabilisée avant parce que c'est même pas moi qui l'avais eue en consulte à la base, hein, Ouais. mais c'est vrai que voilà, ça m'avait fait juste vraiment beaucoup trop de peine de la voir, dans cet état-là et de me dire: «Bah, Mmh. non», enfin moi, c'est vraiment le côté, respect de l'animal et de son bien-être émotionnel, qui c'est quelque chose qui a toujours été très fort chez moi et qui là, enfin, cette situation s'est jamais reproduite à ce point-là, on va dire, dans mes années qui ont suivi, mais c'est vraiment une expérience qui m'a marquée, ouais, dans Mmh. ma première année d'exercice, et ça fait maintenant quelques années. Ouais, Donc ouais, ouais, je trop bien. m'en souviens, bien, bien, ouais. Mmh. Bah, moi Je aussi, je crois que m'en j'en avais souvenais, une autre aussi. Mmh. Ah, tu une autre histoire? Ah, vas-y, moi j'adore les histoires, raconte. J'en avais une autre, bah, un petit peu similaire, alors pas autant, mais j'étais encore à l'école véto, j'étais en internat, c'était une jeune chienne, rottweiler qu'on avait hospitalisée pour une, diarrhée hémorragique, et qui était pas en forme et qui aussi, était très limite en termes de comportement avec les humains pour les traitements et au final, c'est moi qui me suis chargée d'elle pendant sa durée d'hospitalisation, en soins enfin au CIAMU et pareil, j'ai réussi à développer quand même une bonne relation avec elle au point où à la fin, je la sortais de sa cage, je lui faisais ses pressions, pression artérielle Doppler,
toute seule. Elle était allongée sur le côté, presque les 4 fers en l'air avec, sa patte, je lui faisais, ses mesures de pression, ses examens, ses prises de sang toute seule, voilà, il y avait vraiment, aucun souci. Alors elle était pas au point, on va dire d'agressivité au point de la malinoise parce que bon la malinoise on pouvait vraiment même plus du tout ouvrir la cage et c'était devenu vraiment très dangereux. Elle, bon cette Rottweiler, c'était pas à ce point-là, mais bon, jusqu'à présent, elle était muselée à chaque traitement. Elle était, voilà, quand même pas facile et au final, bon, on a réussi à ce qu'elle soit vachement plus détendue, avec les traitements et les examens. Ouais. Ça, c'était très cool. Et merci d'en parler parce que tout à l'heure je disais c'est borderline niveau danger, mais parce que moi je suis terrorisée des chiens. C'est mon passé, c'est mon parcours, c'est là où j'en suis. Bon, personnellement, j'avais une très grande difficulté. Je pense que j'ai pas du tout appris à créer un climat de confiance. Donc j'ai tout de suite tendance à me dire oh mon Dieu c'est extrêmement dangereux, mais je trouve ça extrêmement important de se dire en fait c'est possible. C'est possible, peut-être pas tout le temps, peut-être qu'il y a des cas extrêmes, mais que ça demande du temps. Et une certaine attitude, une certaine patience, il y a des choses à faire qui probablement aident. Il y a des gens qui en parleraient bien mieux que moi, mais en tout cas, je te remercie de partager ces histoires parce que je trouve que ça peut donner envie à certaines personnes peut-être d'avoir, de tenter des choses et d'avoir de la patience et d'oser faire des choses qui, de prime abord, on pourrait se dire, c'est muselière, contention, puis point barre, quoi. Donc je trouve ça chouette. Oui, après voilà, faut avoir après effectivement la bonne attitude, le bon état d'esprit, et puis connaître. Enfin, c'est quand même important de connaître le langage corporel. Hein. Enfin, ça c'est mine de rien quelque chose d'hyper important. Hein. Arriver à détecter les micro-signaux qui renvoient, c'est ça qui fait que mine de rien, c'est pas du tout. Ces chiens-là n'ont jamais essayé de me mordre, m'ont jamais grogné dessus. Hein. Mais bon, après, je me suis déjà fait croquer, peut-être quoi. Au final, dans toute ma vie, par des chiens 2 fois. Donc bon, c'était pas non plus cata et c'était dans des cas un peu particuliers, mais effectivement, voilà, connaître vraiment le langage corporel des chiens et puis se dire que après ils font pas ça par volonté. Je dirais ils font pas ça pour nous faire pour nous terrifier ou pour nous embêter quoi. Hein. Il y a une bonne raison derrière et que bon après elle est plus ou moins difficile à surmonter. Hein. Ça, il y a des fois je dis pas. Hein, je muselle quand même toujours certains chiens. Voilà, il y a quand même on peut pas faire ça avec tout le monde, mais je trouve ça toujours bien d'essayer de prendre le temps et de donner le bénéfice du doute et puis voir si effectivement il y a moyen de faire autrement. Voilà. Et ça c'est quelque chose que j'ai continué. Aux États-Unis, j'ai passé ma certification qu'ils appellent Fear Free, donc sans peur. Ils ont ils ont une formation en fait là-bas, enfin qui est une certification qu'on peut passer pour justement tout ce qui est gestion pour limiter au maximum le stress et la peur des patients à l'hôpital. Que ce soit depuis le moment où le propriétaire le met dans la voiture jusqu'à l'examen, les contentions, les examens, l'hospitalisation, etc. Donc voilà, c'est. Alors je me le note et puis on reviendra dessus parce que ça m'intéresse. J'espère que je penserai à revenir dessus. Vous me pardonnerez si j'oublie. Tu vois, je savais que tu aurais des trucs à me raconter, Caro. J'étais pas très inquiète. Donc, comment tu en viens de ce poste de généraliste où t'apprends plein de choses, où c'est hyper riche, où j'imagine que c'est pas parfait tous les jours, mais que globalement ça coche plein de cases. Comment t'en viens à finalement partir à Davis pour faire une année d'assistanat? Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ça. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand on revient effectivement à mes années d'école et mon internat, les rotations que j'avais préférées, c'était Salos-Siamu, et donc Salos urgence et en soins intensifs. Donc j'avais toujours gardé. Ouais, c'est sûrement les pires que toi t'as gardé en tête. Mais... c'est pas mes préfs, mais bon, vas-y, c'est ton interview, on parle de toi. Ok, toi t'as adoré ça. Voilà, c'était parmi mes rotations préférées. Et du coup, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête de vouloir faire plus de me lancer plus là-dedans. Mais c'est vrai qu'en France, on n'avait pas grand-chose à l'époque vraiment, à part retourner bosser au SIAMU en fait en tant que clinicien. Voilà, il y avait pas trop d'options. Donc la seule option, c'était éventuellement de partir faire un assistanat ou une résidence à l'étranger. Et en fait, il se trouve que dans notre équipe d'internes à l'école Veto, j'avais une de mes co-internes qui, elle, était partie faire cet assistanat d'urgence et de soins intensifs à Davis.
Et donc du coup, je l'ai contactée pour qu'elle m'en parle. Elle m'en a dit quand même beaucoup de bien. En plus, il se trouve que Isabelle Guatolo, qui était la chef du CMU à l'époque, avait des très bonnes relations avec la chef de service des urgences et du soin intensif de Davis. Donc du coup, je lui en ai parlé et en fait, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je vais postuler au poste et puis on verra bien. Donc voilà, j'ai pu avoir mes recommandations, j'ai passé un entretien avec eux et puis j'ai été reçue voilà au poste d'assistante en soins intensifs et en urgence là-bas. Donc on était 4 et voilà, c'était le début d'une nouvelle aventure sur le continent américain, mais tout simplement parce qu'en France, on n'avait pas encore vraiment ces opportunités-là en France. Alors maintenant, c'est différent. Il y a des résidences en France en soins intensifs Oui. et en urgence, mais il y avait pas ça à l'époque, donc il a Oui. fallu faire autrement. Ça fait un peu plus de 10 ans, donc les choses ont un peu changé. Bah oui, voilà, tant mieux. OK, Mais génial. ouais. Bon, pour toi, les États-Unis, c'était un endroit que tu connaissais, même si, d'un État à l'autre, il y a des grosses différences, mais tu y as vécu quand même pendant quelques années, pendant ton enfance. Tu dirais que ça a eu quel impact sur toi d'être déjà bilingue, d'avoir déjà, été, un peu immergé dans la culture, même si encore une fois, d'un État à l'autre, ça peut être très, très différent et je crois pas que tu as vécu en Californie. Tu penses que ça a eu Non. quel impact d'avoir eu ce passé d'enfant de comment on dit? Ton papa qui bougeait partout? Expatrié? De vie Expatrié, d'immigré ouais. temporaire, je sais pas comment on dit. Ouais, bah, ouais. Bah, en fait, bah, disons que ça m'a extrêmement simplifié la vie, hein, ne serait-ce que juste par la langue, Ouais. ne serait-ce que parce que, bah, la toute première étape déjà on en parlera après, mais de mon équivalence pour avoir mon équivalence américaine, c'était un examen d'anglais, donc bon et puis ne serait-ce que, ben, pour pouvoir communiquer, hein, aux États-Unis, ils parlent, pas grand-chose d'autre que l'anglais, donc oui, pour communiquer et puis c'est ce qui m'a aussi aidée à avoir le poste, hein. Si je parlais pas anglais, je pense que j'aurais difficilement pu avoir le Ouais. poste d'assistanat, là-bas. Les autres Donc assistants non, ça d'ailleurs, m'a assistantes et assistants, ils étaient américains, ils étaient européens, ils venaient d'où? non, on était même 5 en vrai, on était pas 4, on était 5. Il y avait une américaine, une autrichienne, un espagnol, une, australienne d'origine de Singapour et moi-même. Donc on était Ah ouais, plutôt, assez hyper international, mixte. ouais. Ouais, ouais, Ah ouais, c'était super, hyper mixte, ouais. trop Mmh mh. cool. Qu'est-ce que Ouais, tu ouais. retiens de cette année-là, à Davis? J'en retiens, alors plein de bonnes choses. C'était hyper stressant au début pour moi parce que du coup après 2 ans, en pratique, je dirais généraliste en France, il y avait quand même beaucoup de choses de la médecine, de soins intensifs de pointe que j'avais un peu mis de côté et dont je m'étais pas trop servie et du coup en arrivant là-bas, quand on me dit: «Ah, il faut faire des lactates», je me suis dit: «Mais c'est quoi les lactates? Ça sert à quoi déjà?» Je me souvenais même plus. Enfin bref, c'était des gaz du sang, machin, soit c'était des termes que j'avais plus utilisés depuis 2 ans. Je me suis dit: «Mon Dieu, ça va être, je vais être la quiche, de service» et donc c'était un petit peu intimidant au début et en fait, on a été très vite mis dans le bain, l'ambiance était géniale. On a vraiment une super équipe. Enfin, l'équipe d'urgence là-bas, est incroyable, aussi bien au niveau des enseignants, des profs que des résidents. J'avais à l'époque, 1, 2, 3, 4 résidents, au-dessus de moi, qui étaient tous hyper sympas. Enfin vraiment, c'était une super ambiance pour nous guider, nous soutenir et puis bon, après c'était quelque chose d'assez, intense, hein. On avait quand même un gros rythme de boulot, il y Mmh. avait, des journal clubs toutes les semaines, on devait présenter des articles et cetera et cetera. Enfin bon, c'était quand même, du gros boulot universitaire, hein, pas forcément ma grande tasse de thé, moi, les articles et les journal clubs, mais bon, ça faisait partie du lot. Mmh. Mais, mais c'était très chouette et puis après, bon, bah, c'était parfois un peu déroutant, de me retrouver dans un pays avec du coup des pratiques qui sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres ou avoir accès à des médicaments qui sont pas forcément les mêmes, des choses qu'ils n'ont pas, que nous on a en France, et inversement, des nouveaux traitements que je connaissais pas, qu'ils ont et du coup dont j'avais pas entendu parler. Enfin, du coup, il y a des choses qui étaient ça m'a pris un petit peu de temps d'ajustement, mais au final, ça s'est fait relativement vite et puis, quand bien même si, il y avait des choses où on n'était pas trop sûr à cause de ça, ben, on avait toujours voilà d'autres collègues à qui demander ou à qui,
vers qui se tourner en fait pour des conseils. Et ça a été ça, on a toujours été très très bien entourés. Donc malgré le stress que je me mettais en fait au début, mine de rien, ça c'est quand même. Enfin, j'ai pas ressenti à aucun moment. J'ai eu l'impression de me retrouver seule à moi-même et en panique de pas savoir quoi Ah faire. ouais, Quoi. J'ai OK. toujours eu. Même si, alors, c'était quand même intimidant dans le sens où l'université de Davis, enfin l'hôpital est quand même grand, hein. Enfin, c'est un très gros hôpital et avec énormément de spécialités, etc. Et la nuit, c'est l'assistant d'urgence et de soins intensifs qui est le seul vétérinaire dans tout l'hôpital. Ouh! Donc, Ouais. donc tous les animaux hospitalisés, que ce soit dans le service de médecine interne, au service de chir, au service de neuro et au service de soins intensifs, et ben voilà, on est le seul vétérinaire présent physiquement. Alors il y a les ASV, les infirmières, etc. Hein, mais voilà. Donc ça, c'était un peu intimidant au début. Après, on a toujours voilà les résidents qui sont disponibles au téléphone si besoin. Voilà, on avait quand même du backup, comme on dit, Mmh. possible si besoin. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit ça va être chaud. Et puis bon, finalement, ça s'est toujours bien goupillé. Voilà, comme je dis, j'ai jamais eu l'impression de me retrouver seule au monde sans savoir quoi faire. Quoi. Il y avait Mmh. toujours. Et j'ai appris une quantité de choses, enfin vraiment incroyables. En termes de qualité de soins, de suivi, bah, voilà, de soins intensifs, de gestion des urgences, notamment juste de comment dire? M'apporter en fait une confiance en moi en fait par rapport à comment on gère un animal qui arrive, en état de choc, en état de détresse. Bah, tout de suite, j'ai pu développer en fait des réflexes, très Ouais. rapidement, enfin au cours de mon année en tout cas, adopter des réflexes, que j'ai pu, derrière, bah, continuer à mettre en pratique et qui font que maintenant en fait ces cas-là ne me stressent plus autant qu'avant parce que maintenant, bah, je sais quoi faire. Voilà. Ah oui, et ça, c'est hyper important, pour la confiance. Se Ça n'a dire, pas de prix. «Oui, bah, je sais Oui, gérer», en fait. Dans ma tête, c'est très, voilà, très clair, on commence par ça, puis ça, ça aide à se détendre, voilà, quoi. Même dans un cas d'urgence ouais. vitale, hyper Voilà. grave, Alors quoi. je dis pas que je suis hyper zen face à absolument tous les cas qui se présentent, mais on va dire que dans une grande majorité Non. de ce qui se présente maintenant, je sais, je sais à peu près gérer. Ouais, il y a toujours des trucs un peu particuliers où on galère un Bah, peu, mais bon, oui. ça c'est un peu la vie, hein. Oui, et puis c'est Mais aussi, ouais. j'imagine que des cas où tu galères un peu et où tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, il y a aussi quelque chose de stimulant. Même s'il y a du stress, il y a aussi un truc de: «Ah ouais, casse-tête Oui, tout là, à bon, fait. bah, on va chercher, on va voir ce Mmh. qu'on arrive à faire». Ouais, tout à fait. À l'issue de cet internat, tu as eu une période de vie, un peu particulière puisque tu as enchaîné avec des révisions. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de rester aux États-Unis, te dire, «Ben, vas-y, je suis partie pour plus d'1 an de révision, de passage d'examens, les uns à la suite des autres pour pouvoir avoir le droit d'exercer, dans ce pays en tant que véto». Comment tu en es venue à faire ce choix? Mmh. Alors ce choix, il s'est fait, je pense de 2 manières. C'est vrai qu'à la base, j'étais venue pour juste faire une année et rentrer en France. OK. Et en fait, mon maintenant mari, mon conjoint à l'époque, m'avait suivie quand je suis arrivée. Donc moi, j'ai déménagé, l'été 2016 et puis lui est arrivé en octobre, quelques mois après, le temps de trouver un boulot là-bas. Et en fait, au bout d'1 an, ben, lui, il avait déjà un boulot, bien établi qui allait bien et dans lequel, il se sentait épanoui, donc il avait envie de rester. Et puis moi, j'ai vu, c'est vrai que j'avais bien aimé en fait, le contact, avec la clientèle ici aux États-Unis, j'avais bien aimé la façon de pratiquer, donc je me suis dit: «Ben, pourquoi pas?» Alors sur le coup, je me suis dit: «Bon», je voyais un peu ça comme un parcours du combattant hyper compliqué, Mmh. de passer, toutes ces équivalences, c'est vrai que c'était un peu décourageant au départ. Mais bon, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, on a l'opportunité de le faire maintenant», avec, le salaire de mon conjoint, on pouvait se permettre que je n'ai pas d'argent moi pendant 1 an, hein, le temps que de faire toutes ces révisions. Et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le moment ou jamais», donc on s'est lancé dans l'aventure, et puis bon, je me suis dit que par la suite, si jamais, plus tard je voulais déménager et aller, dans n'importe quel autre pays, mine de rien, cette équivalence, elle me permettrait quand même un accès, relativement facile à pas mal d'autres Mmh. endroits aussi, si jamais un jour je voulais, pouvoir partir ailleurs, quoi. Ouais, OK.
Et donc 14 mois, 14-15 mois grosso modo pour avoir tout ce qu'il faut. Ouais, c'était long, c'était très long. Ouais, Tu m'étonnes. c'était vraiment pas drôle. C'était, je pense, ouais, probablement une des pires années après après une fois que j'étais sortie de l'école véto. Mais ouais, ça a été d'abord le CFVG, donc qui est l'équivalence vétérinaire, pour pouvoir en fait avoir le droit de passer le NAVLE. Et ça, c'est pour tout le monde qui est diplômé d'une école non accréditée par l'AVMA, donc l'association américaine des vétérinaires. Et bon, manque de bol, Lyon, l'ENVL a été accrédité pile l'année après où je suis sortie, donc ça, c'est vraiment pas de chance, c'était pas rétroactif, donc j'ai quand même dû me coltiner les examens. Et donc là où c'était, ça a commencé par un examen d'anglais, ensuite il y avait un examen théorique sous forme de maxi QCM, et ensuite un examen pratique. Donc où sur 4 ou 5 jours, je sais même plus, on avait 8 épreuves pratiques sur à peu près tous les aspects vétérinaires. Donc ça allait aussi bien d'un examen clinique de petits animaux, une stérilisation de chiennes, autopsie, examen de boiterie sur des chevaux, dystocie sur une vache, examen médical sur une vache, problème médical sur un cheval, et puis j'ai dû avoir aussi un examen clinique sur une chèvre, je crois, qui toussait. Donc voilà. Ça a été l'occasion de me replonger dans mes lectures d'école sur voilà la bétail, l'équine que j'avais du coup complètement mis de côté depuis ma sortie d'école. Donc ça a été là le plus gros du travail. C'était puis trouver des stages pour que je puisse me reformer pour la pratique, parce que mine de rien, me retrouver dans un pays où d'une, je n'avais pas le droit de bosser, donc du coup je pouvais pas prendre de responsabilités civiles professionnelles, donc du coup les cliniques voulaient pas me prendre comme stagiaire, parce que si j'étais pas assurée, enfin c'était un petit peu compliqué pour trouver de l'expérience pratique avant d'aller à l'examen. Mais j'ai réussi à tomber, j'ai par les réseaux que j'avais à Davis, en fait, du coup, j'ai pu retourner à l'école, à l'université de Davis, et faire des rotations en équine notamment, avec un prof qui lui a passé le CFVG après moi, donc où j'ai pu le coacher du coup sur les examens en canine. Ah, le délire. Ah oui, parce J'ai qu'en pu le coacher sur les universitaire, ils ont pas besoin de le En CFVG. université, C'était exactement, on n'a pas besoin de l'équivalence en universitaire, ouais. C'est pour ça que j'ai pu faire l'assistanat eh oui. sans équivalence, mais effectivement, quand on va dans le privé, c'est là qu'on a besoin. Et donc oui, voilà, le prof d'équine, d'ortho-équine, avec qui je m'étais bien entendue, lui, il était espagnol d'origine, et puis il voulait effectivement passer le CVG. Donc on se faisait, lui me coachait sur les boiteries équines, et puis moi je le coachais sur les maladies des chiens. Génial. Bon, il y a quand Et même eu puis des petits trucs sympas quoi sur ces 15 ouais, mois de non, oui, révision. oui, c'était quand même cool. Et puis j'ai eu effectivement par un de mes anciens profs de Davis le contact d'une véto allemande qui était ancienne enseignante de bétail à Davis, et qui avait fini par monter sa propre clinique, rurale ambulante. Et donc du coup que j'ai pu contacter, parce qu'elle-même avait passé le CFVG déjà il y a plusieurs années, donc elle était ravie de me prendre avec elle pour pouvoir me faire quelques pratiques avant de passer l'examen pratique. Et puis une fois qu'on a passé tout ça, on a juste le droit maintenant d'aller passer le NAVLE. Donc c'était ça pour ça. Le NAVLE, tu peux rappeler ce que c'est? Le NAVLE, c'est l'examen de validation de fin d'études des étudiants vétérinaires américains. OK. Donc ils passent tous ça en dernière année pour valider leur diplôme. Donc c'est un examen, alors c'est un gros QCM. En gros, c'est un truc qui dure, ça doit durer quand même bien 2-3 heures quand même, c'est long. Très long devant un ordinateur à répondre à des questions. Mais donc voilà, le NAVLE. Et puis une fois qu'on a le NAVLE, faut encore passer l'examen du board de l'État dans lequel on veut aller travailler pour avoir la licence dans l'État dans lequel on veut bosser. Parce que même si on a un examen un diplôme national, on doit ensuite avoir les licences sont par État, donc on doit choisir l'État dans lequel on veut exercer. Donc j'ai dû passer l'examen du board de Californie, qui est un autre examen type QCM, etc., avec pas mal de questions, on va dire pratiques, qui se rapprochent du NAVLE, mais après aussi toute une question législation propre à la Californie, les maladies à déclaration obligatoire, etc., Ouais, propre à l'État en question. Donc ça, c'était un petit peu. Et là, heureusement, j'avais mes
mes anciens petits étudiants de Davis avec qui j'avais gardé contact, qui m'avaient donné leurs annales. Ah Donc c'était génial. cool. Ouais, donc Ah oui, j'avais il y a pu eu une belle réviser, solidarité quand même, pour te soutenir dans ouais, ce ouais, parcours, quoi. c'était très chouette. Ouais, ouais. OK. Donc j'avais pu avoir les annales de ça, pour, heu, pour passer. Et puis une fois que j'ai eu, enfin mon board et ben, j'ai pu enfin aller travailler. Et comment ça s'est passé d'ailleurs, la recherche d'emploi? Parce que, heu, ouais, je suis curieuse que tu racontes, tu vois, pour toi, donc tu es étrangère, tu as pas de carte verte, tu es en train petit à petit de passer, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le droit d'exercer. Mais comment ça s'est passé la recherche d'un emploi, dans ce milieu-là, dans ce pays, pour toi? Alors pour moi, comme du coup je voulais bosser en tant qu'urgentiste, hein, vu que c'est ce que je venais de faire, je m'étais orientée vers des cliniques, alors ici c'est un peu, enfin aux États-Unis c'est un petit peu différent d'en France. Ils ont pas mal de grosses cliniques qui sont des cliniques spécialistes et urgences, OK, où ils font, des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ils ont un pôle spécialement pour ça, avec des vétérinaires qui sont employés à temps plein pour ça. Et donc d'accord. du coup, en fait, j'avais contacté, plusieurs, de ces cliniques, en leur donnant, alors l'avantage, c'est qu'à l'époque, parce que le point qui aurait freiné le plus, c'était, me trouver un visa de travail, hein. C'est vrai Oui, que pendant mon assistanat à Davis, bah, ça, c'était un visa de travail étudiant pendant la durée d'1 an que Davis avait couvert, c'était bon, mais à la fin de cette année-là, bah, j'avais plus de visa. Et en fait, du coup, j'ai basculé sur le visa de mon mari, parce qu'entre-temps, on s'était mariés et lui, il avait un visa de travail américain. Donc j'ai pu, obtenir un visa en tant que conjointe et c'était un visa qui me permettait de travailler. Donc ça, c'était vraiment le point, le plus, on va dire, le plus délicat que j'ai réussi du coup à éviter, parce que c'est effectivement sans visa, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. ouais. Donc tu as Là, répondu étant donné que «oui» à une question et du coup, ça t'a permis d'avoir un visa. C'est plutôt pas mal, finalement. j'ai voilà. Bon, il y avait pas que ça, mais oui, effectivement, disons que Non, ça a je beaucoup taquine. facilité les choses. et Ouais. et parce que sans visa, alors il y a une pénurie de vétérinaires quand même, conséquente, hein, dans la région, donc ils auraient peut-être voulu, faire les démarches pour me trouver un visa, mais disons que ça aurait rajouté beaucoup de complications de la part des Ouais, employeurs et des cliniques. Donc là, de savoir que de toute façon, j'avais déjà un visa qui me permettait de travailler, pour eux, en fait, ils me considéraient, enfin, j'étais considérée de la même manière qu'un candidat américain, ouais, classique, quoi. Enfin, en fait, génial. donc pour eux, ça leur faisait pas plus de complications. Donc voilà, j'ai postulé, à plusieurs cliniques et en fait, il y a vraiment, un gros besoin de véto et notamment, pour les urgences. Et donc en fait, j'ai eu, tout de suite, en fait en 15 jours, j'avais 3 offres différentes, OK, dans des cliniques. Donc j'ai finalement signé mon contrat avec la clinique dans laquelle je suis allée travailler, avant même d'avoir le résultat de mon examen de board. Je leur avais dit, voilà, sous réserve de passage du board, en gros, je commençais, la semaine d'après, quoi. Donc génial. ouais, ça a été vraiment pour le coup une formalité. Trouver le boulot, ça a été facile. Ça a Ouais, été la partie facile du lot. oui et Une comme fois tu qu'on dis, avait tout ce qu'il fallait. oui, c'est qu'en niveau administratif, ton mari, il a un passeport canadien, donc il avait des facilités d'obtention de visa déjà quand il travaillait en France pour trouver le travail aux Mmh. États-Unis. Ça vous a donné un visa différent. Enfin, mine de rien, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais les États-Unis, c'est quand même un pays où c'est particulièrement, compliqué, d'immigrer Ouais, et du coup, ouais. j'ai une autre amie qui est pas du tout véto, qui a immigré aux États-Unis, elle me dit, la quantité de visas différents qu'il y a des chiffres, il y a des Ah chiffres ouais. plus des lettres, machin, il y a des quantités de subtilités où si tu te plantes dans celui que tu demandes, possiblement, du coup, tu es foiré, tu peux pas bosser, quoi. Ah Enfin, bah, oui, oui. c'est vraiment Ouais, ouais, non, difficile. c'est Donc toi, tu as eu cette ouais. facilité-là, trop bien. Ah oui, non, j'ai eu de la chance. Je pense que toute seule, si j'avais été seule, ça aurait potentiellement été plus compliqué. Après, j'en sais rien, peut-être que les cliniques auraient été, suffisamment, partantes pour m'embaucher, qu'ils auraient fait les démarches, hein, Mmh. mais du coup, ça aurait forcément soit retardé, en tout cas, l'embauche, Ouais, ou enfin amené des complications, ouais, effectivement, c'est sûr. qui n'ont pas eu lieu, quoi. Donc ça, Ouais. c'était. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas continué à Davis finalement? Alors, je me suis posé la question, je me suis tâtée, j'étais vraiment bien là-bas et en fait, le côté, pousser un peu la médecine à fond et tout ça, ça me plaisait vraiment et donc j'ai vraiment envisagé de faire une résidence, là-bas.
Simplement, mine de rien, mon conjoint, en fait, quand il est venu, il m'a rejoint, mais on n'était pas exactement au même endroit. Lui, là où il avait trouvé du boulot, dans la Silicon Valley, c'était quand même à 2 heures de route. Donc on n'habitait pas ensemble pendant cette année-là. Sachant qu'en plus, du coup, on pouvait se voir que les week-ends et encore pas tous les week-ends parce que j'en travaillais un certain nombre de week-ends. Donc c'est vrai que se dire, bon là c'était 1 an, se dire que là j'allais refaire 3 ans comme ça à faire relation à distance, on va dire, même si c'est de la petite distance, mais à distance avec du coup un rythme soutenu, à bosser quasiment un week-end sur 2 entier, plus des guides de nuit, etc. Ouais. Je me suis dit que ça allait pas forcément être simple d'un point de vue voilà relationnel et personnel. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas pas postuler, de pas faire de résidence et de me lancer plus dans la vie, enfin la clinique privée Ouais. sur Tente Davis, ouais. Et Je alors, pense que là, encore une fois, si j'avais été seule, j'aurais probablement postulé à la résidence, mais bon voilà, on sait pas, j'aurais peut-être été prise ou pas, donc on verra. On peut pas On réécrire était l'histoire, d'autres candidats. malheureusement. Non, On fait avec ce que tu as vraiment vécu. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es passé du milieu universitaire américain au milieu privé américain? Ce qui m'a marqué, alors, au final, la pratique elle-même, en final, elle était relativement similaire. J'ai plus remarqué des différences, en fait, dans le fait de travailler en clinique privée aux États-Unis par rapport à la France, OK. plutôt qu'entre l'université. Alors forcément, l'université, c'est toujours, c'est même comme en France, hein, tout prend 10 000 ans, les consultations, ça prend une journée entière, il faut attendre que tous les services se coordonnent au même moment et ça prend du temps. Bon voilà, ça c'est pareil là-bas, c'est comme chez nous. Ils n'ont pas résolu ce casse-tête. Et voilà, ça c'est exactement la même chose. On dit aux gens de poser leur journée s'ils ont un rendez-vous, même à 8 heures du matin, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Ça, effectivement, quand on passe en privé, bon, on s'affranchit un peu de tout ça. On est sur un rythme quand même, voilà, plus dynamique, plus soutenu. Mais effectivement, moi, c'est plus, les différences, France-États-Unis qui m'ont beaucoup marquée, notamment au niveau du personnel, de soutien, donc les ASV. Elles sont extrêmement qualifiées et formées. En fait, c'est elles qui font les actes techniques, quasiment. Le vétérinaire, alors si on veut, on peut, hein, mais moi, du coup, quand je suis arrivée, ayant eu l'habitude, de faire, moi-même, mes contentions, mes prises de sang, mes pauses de caté, tout ça, enfin, et d'autant plus quand du coup, je bossais de garde de nuit, toute seule sans ASV, bon voilà, on est bien obligé de savoir se débrouiller tout seul. Donc ça, c'était en France, hein? Les gardes de nuit Ça, seuls oui, sans voilà, en ASV, France, oui, voilà, ça c'était en France. Aux États-Unis, du coup, ils passaient leur temps à me dire: «Mais vas-y, délègue, dis-moi, moi je peux te faire ci, je peux te faire ça», alors que d'emblée, j'avais tendance à vouloir faire, moi-même toute seule parce que, c'était l'habitude que j'avais. Et j'ai même plusieurs fois dans ma clinique actuelle où on m'a demandé: «Mais toi, tu étais ASV avant de devenir véto ou pas?» Parce qu'ils font beaucoup ça, ici aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui commencent, D'accord. ils bossent en tant qu'ASV et après ils rentrent en école véto. C'est assez marrant, ouais. Et du coup, il y en a plusieurs qui pensaient que j'avais été ASV avant. Je dis: «Bah non, c'est simplement que c'est la façon de travailler, en fait, qu'on avait avant». Et ici, c'est vrai que leurs ASV, ouais, sont très, très techniques et très formés et qualifiés. À l'accueil, c'est pas des ASV, c'est des réceptionnistes, qui sont à l'accueil et qui gèrent tout ce qui est téléphone, prise de rendez-vous, accueil des clients, et cetera, et cetera. Et les ASV, elles sont vraiment là pour faire le soutien médical. Donc, c'est, et ça, que ce soit à l'université ou en privé, c'était pareil. Quand je voyais un animal en consultation, je faisais mon examen, on établissait le plan, que ce soit, d'examen complémentaire ou de traitement, et cetera, avec le propriétaire. Et après, en fait, je donnais ma liste de choses à faire à ASV et c'est elle qui faisait tout, hein, que ce soit, les radios, les prises de sang, les traitements, et cetera. Alors s'il fallait faire des échographies, ça, c'est moi encore qui le faisais. Ouais. Ça, c'est pas les ASV qui interprètent, mais en tout cas, dès qu'il faut faire quelque chose, c'était elle qui faisait, les pauses, je sais pas moi, en hospitalisation, les pauses de sonde urinaire, alors pas sur les chats bouchés, ça c'est un peu les cas exceptionnels, mais bon, pause de sonde urinaire sur des chiens paralysés par exemple, ce genre de choses, ça c'est ASV qui font, les cathéters jugulaires,
je dirais à peu près tous les gestes techniques on va dire d'entretien et de soins, Ouais. c'est fait par donc ça m'a pris un peu de temps à m'y habituer parce que du coup j'avais l'impression qu'il fallait que ce soit moi qui fasse tout pour pouvoir bien gérer le truc et du coup, le problème c'est que du coup j'étais pas forcément très efficace parce que le rythme de consultation était quand même assez soutenu Mmh. et en fait, du coup, pour pouvoir maintenir le rythme de consultation, il fallait que je délègue, il fallait que je donne ces choses à faire, à mes à mon mon enfin, à mes ASV parce que sinon j'allais pas pouvoir, tenir le rythme. Donc tu as travaillé, pendant, un peu plus d'1 an là-bas avant que se déclare le Covid. Ouais, Comment, ouais. comment ça s'est passé dans une si grosse clinique avec, autant de consultes, hein, parce que tu dis qu'il y a une grosse charge de travail, que ça tourne beaucoup. Mmh. Comment ça s'est passé, dans cette clinique? Comment toi tu as vécu de vivre le Covid, aux États-Unis alors que toute ta famille, est en France? Ouais. Si tu es d'accord de C'est vrai nous que en parler. ça a pas été, ouais, ça a été des années, assez rudes effectivement. D'un point de vue famille, c'est vrai que même depuis qu'on était venus aux États-Unis, on essayait de rentrer en France quand même 1 ou 2 fois par an. Là, pendant quasiment 2 ans, on n'a pas eu le droit de rentrer. Mmh. Enfin pas droit de rentrer, on aurait pu rentrer en France, mais on n'aurait pas le droit de revenir aux États-Unis. Donc bon, on est juste pas rentrés. Donc ça, c'est vrai que psychologiquement, c'était un peu dur, de pas pouvoir revoir sa famille ou ses amis et cetera pendant si longtemps. Et puis après, le travail a été changé beaucoup. Alors c'est vrai que je suis dans une grosse structure qui fait une structure généraliste et urgentiste. On n'a pas de Mmh. spécialiste, nous sur place, mais on fait généraliste, urgence et du soin intensif et alors quand j'ai intégré la clinique, on était à peu près 25 vétos, avec, voilà un paquet de d'ASV. Quand le Covid est arrivé, en gros, toutes les petites cliniques, aux alentours ont fermé. Et nous, on est passé à 100% urgence. On a arrêté tous les rendez-vous et c'était vraiment uniquement, les urgences et en fait, on s'est pris du coup un afflux de clientèle énorme parce que du coup, toutes les autres cliniques autour avaient fermé. Donc du coup, ils venaient tous chez nous et on pouvait voir, sur des gros jours, 60 urgences par jour. À combien de C'était vétos? vraiment énorme. Alors on essayait à ce moment-là, on était à la fois par créneau, on était toujours à peu près 2 ou 3 par créneau, en même temps. Donc ça, c'était parfois, voilà, c'était assez lourd. Il y a eu des moments où on avait quasiment, je dirais quasiment 200 nouveaux clients par mois Mmh. qui venaient, à la clinique, 2 à 300 je crois même une fois. Donc on avait vraiment une grosse charge de boulot. En plus quand, les mesures ont été prises petit à petit, hein, mais après quand il y a eu les mesures de distanciation sociale et ben, on faisait toutes les consultes, ce qu'on appelait, là-bas, curbside. Donc en gros, les gens restaient sur le parking. Une ASV allait chercher l'animal dans la voiture, amener l'animal dans la clinique. Moi, j'allais regarder l'animal, l'examiner et après c'était tout au téléphone avec les gens. Donc j'appelais les gens pour qu'ils me disent un peu ce qui se passe, que moi je leur dise ce que j'avais vu sur l'animal, que je leur dise ce qu'il fallait faire et cetera et cetera. Et les gens attendaient dans leur voiture sur le parking. Nous, on faisait ce qu'il fallait Mmh. avec l'animal et après on ramenait l'animal. Donc ça, c'était stressant pour les gens. C'était pas forcément hyper, enfin ça nous faisait perdre un temps fou parce que du coup, de devoir, discuter avec les gens après avoir vu l'animal, si après il nous raconte quelque chose, qu'on n'avait pas bien regardé, il faut qu'on retourne examiner. Enfin, c'était pour moi une perte de temps, folle et puis c'était vraiment pas une ambiance, très agréable quoi du tout, Mmh. en ce moment-là. Donc ça, c'est vrai que et d'autant plus dans notre clinique qui a une caractéristique très particulière, on est ce qu'on appelle un hôpital ouvert. Il y a pas beaucoup de cliniques comme ça aux États-Unis. En fait, ça veut dire que tout simplement, on est une clinique où les clients peuvent suivre leur animal partout où l'animal va dans la clinique. OK. Sauf au Donc bloc? pour tout. Ils peuvent venir voir, alors ils rentrent pas dans le bloc, mais ils peuvent Ah. rester derrière la porte et regarder par la fenêtre. Ah ouais, dingue. Ils peuvent être avec eux pour l'induction de l'anesthésie, ils peuvent être avec eux tout de suite au réveil, ils peuvent être avec eux en fait, dès qu'on prend l'animal avec nous derrière, comme on disait, on l'emmène derrière pour faire, Mmh.
prise de sang, radiographie, écho, ils peuvent venir avec eux tout du long. Les animaux qui sont hospitalisés, les gens avaient le droit de rester avec eux devant Autant la qu'ils cage de leur voulaient. animal toute la journée s'ils voulaient. Ah ouais, Voilà, j'ai même des gens dinguerie. à l'époque. Alors, à l'époque, on était ouvert 24/24. On avait des gens qui passaient la nuit dans la cage de leur animal avec eux, dans les grandes cages de grands chiens là, Mmh. qui dormaient sur une couverture à côté de leur chien. Donc on est un hôpital ouvert, on est un des maintenant, alors il y en a un qui vient d'ouvrir il y a pas loin, mais on était le seul il me semble potentiellement de la Californie à le faire. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau aux États-Unis et c'est quelque chose que les gens adorent parce que, ils peuvent être avec leur animal partout. Ça les stresse pas de se dire on leur prend leur chien ou leur chat, on l'emmène derrière les portes et eux ils savent pas ce qui se passe et nous on fait des trucs et ils ont pas de Mmh. notion. Et donc du coup, le Covid, ça nous a encore plus chamboulés là-dessus parce que ce soit la clientèle ou nous, Ah ouais. ce changement du coup, plus aucun client autorisé à pénétrer, dans la clinique, c'était très dur à gérer, Ouais. et Surtout pour les gens habitués, j'imagine, pour ça les a gens, dû, ouais. être hyper Ouais. difficile. Comment vous avez géré ça au niveau communication? Enfin, tu as dit que c'était les ASV, hein, si j'ai bien retenu, qui allaient parler avec les gens, prendre l'animal et Ouais. cetera, puis que toi, tu les avais ensuite au téléphone. Donc toi aussi, tu Mmh. communiquais, mais tu les avais pas en visu direct a priori. Ouais. Qu'est-ce que tu as observé ou est-ce qu'il y a eu, tu vois, une stratégie discutée? Enfin, comment vous avez fait pour communiquer autour de ce changement qui était un changement de taille pour toutes les personnes qui étaient de votre clientèle, quoi? Ouais, alors là-dessus, on a une équipe managériale, hein, qui gère tout ce qui est com, on Ouais. a un site internet, une page Facebook, on a tout ça et en fait, ça c'est un peu le propre, voilà, aussi un des changements, on va dire, que j'ai pu percevoir entre, en tout cas une grosse clinique américaine. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça parce que j'ai pas d'expérience dans des plus petites structures, mais en tout cas une Mmh. grosse structure américaine par rapport à ce que j'avais pu voir en France, c'est qu'il y a une équipe de, management et de directoriat dédiée. Mmh. Et il y a des managers où c'est leur boulot, ce sont des managers, c'est pas des vétérinaires, quoi. Il y a des RH, il y a voilà, enfin, on a vraiment toute une équipe là et eux, ils ont géré toute la communication. Malheureusement, il y avait pas grand-chose à expliquer, c'était des obligations, locales, hein, légales. Enfin, les cliniques, on était obligés de, d'être à distance. On avait le droit d'être ouvert. Au début, c'était même la question de savoir si on allait pouvoir rester ouvert, si on allait être considéré comme, nécessité, primaire. Donc bon, ils ont finalement, autorisé à ce qu'on reste ouvert, mais avec, voilà, on était obligé du port du masque, obligé de faire, distance, de plus avoir les seules et uniques, conditions où on autorisait les gens à venir, c'était pour les euthanasies. OK. Pour les euthanasies, ce qu'on faisait, alors il y a certaines cliniques où j'ai fait des petits remplats de garde pendant cette période-là, où on les faisait dehors du coup. Ça, c'était pas forcément hyper cool, mais bon voilà. Ouais. Nous, dans la clinique, on a une pièce, dédiée pour les euthanasies, qu'on a et qui donne directement sur le parking. Donc en fait, on faisait rentrer les gens directement dans cette pièce par le parking, donc ils ne passaient pas par l'intérieur de la clinique. Ouais. Et les gens on était obligés cette fois-ci, alors on prenait l'animal avant, on lui posait un cathéter et une extension en fait, une ligne extension à plus de 2 mètres. On était en habit complet, voilà de cotte, masque, enfin tout ce qu'on veut, voilà pour qu'ils puissent être dans la salle avec leur animal et que nous on puisse injecter en fait à distance, de l'animal et c'était pas plus de 2 personnes à la fois. Enfin bon voilà, c'était quelque chose c'était un peu Ouais. compliqué, hein, C'était cette période, lunaire. c'était pas forcément ouais, c'était clairement pas les meilleurs souvenirs qu'on a eus. Tu te souviens, des premiers jours où les obligations ont commencé à être levées? Enfin, comment ça s'est passé de passer, de ces règles extrêmement strictes de distance à, recréer, réautoriser le contact? Comment c'était, dans ta structure? Ça je l'ai pas vécu parce qu'en fait, du coup, je suis rentrée en France, 2021, il y avait encore, les distanciations, nous. On Ah était ouais. encore, ouais, quand je suis partie en mai 2021, on était encore, sur des phases alors on avait réouvert les consultations classiques, on n'était plus en fonctionnement que urgence.
On avait assoupli quelques trucs, mais on n'avait encore pas le droit de ramener les clients dans l'hôpital. Donc Donc plus quand je d'un suis an, quoi. partie, c'était encore ça. Ouais. Mmh. Donc c'était encore ça quand je suis D'accord. partie. Et donc heureusement, quand je suis revenue en 2023, c'était plus le cas. Donc je ne sais pas comment s'est passée la transition, OK, mais je pense que les gens étaient très contents tu de m'étonnes. pouvoir revenir. Et nous Et aussi d'ailleurs, parce que voilà. ouais, quand vous êtes rentrés du coup, en mai 2021, Mm. est-ce qu'à cette époque-là, vous saviez si vous pourriez revenir ou pas? Enfin, tu vois, quand vous êtes partis, vous disiez quoi? Ouais, alors on est parti parce que tout simplement parce qu'en fait le visa qu'on avait arrivait à échéance, donc OK, c'était un visa de 5 ans. On est arrivé à la fin des 5 ans, donc on avait fait une demande de carte verte que ma clinique avait accepté de sponsoriser. OK, Donc génial. du coup, on partait en fait tout simplement parce que il y allait y avoir un gap entre la fin de notre visa et l'obtention de la carte verte. Alors il y avait pas une certitude à 100 qu'on obtienne la carte verte, mais en fait, on est obligé de passer par des avocats pour ça. Et l'avocate que j'avais eue, elle était spécialisée dans l'obtention de carte verte pour les vétérinaires, donc c'était vraiment un truc très niche. Et elle m'a dit non, non, mais il y aura pas de souci avec le dossier que vous avez, il y aura aucun problème. On pensait que ça prendrait que 1 an, et puis au final, Covid aidant, Mmh. ça a pris 2 ans et demi parce que, il y avait des restrictions d'emploi au niveau de l'administratif américain, donc tout prenait beaucoup plus longtemps. Il y a eu des retards dans les dossiers et cetera, donc ça a pris au final 2 ans et demi, mais on savait qu'on allait y retourner. C'était le but de revenir, mais on savait pas combien de temps, donc voilà. OK. Ça a pris au final 2 ans et demi. Comment ça s'est passé le retour en France? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire de ce temps? Vous partiez sur 1 an. Comment vous avez ouais, qu'est-ce que vous avez décidé? Comment vous vous projetiez dans ce retour en France sur au moins 1 an? Là, au début, c'était vraiment, profiter de retrouver nos familles, nos amis qu'on n'avait pas pu voir pendant 2 ans, du coup, Ouais, à tu cause du m'étonnes. Covid. C'était juste, en fait, rentrer chez nous et se poser, en fait. Surtout Mmh. qu'avec le Covid, moi, en tout cas, au niveau boulot, ça avait été quand même, très tendu avec des journées, à rallonge, c'était mine de rien très fatigant de passer son temps, à la fois examiné au téléphone avec les gens, quand en plus on a, entre 40 et 60 urgences par jour, même à 2 ou 3 vétos à la fois, c'est quand même, lourd. On faisait quand même des grosses journées, Mmh. et du coup, j'arrivais à un moment où je me suis dit: «Là, c'est le moment de rentrer et de faire une pause», parce que juste j'avais besoin d'un break. Ouais, OK. Là, le Covid, ça avait juste mis trop de tension au niveau boulot, en plus, il y a des gens, il y avait du coup une pression financière sur la clientèle qui était différente parce que, les soins aux États-Unis sont quand même extrêmement chers, donc les soins Extrêmement, même c'est un humains, facteur x10, hein, globalement. dans le milieu véto, ouais. Le Ouais. milieu humain, je suis pas sûre, mais chez nous, oui, oui, c'est mais donc du coup, dans le milieu humain aussi, si des gens ont un membre de la famille qui est tombé malade du Covid, par exemple, qui a dû être hospitalisé, il y a plus forcément les fonds pour, Ah ouais. donc il y avait une pression, là-dessus. Donc c'était quand même une ambiance, pas hyper, très détendue. On a même été, la moitié de mes plus de la moitié de mes collègues et moi-même, pendant, 1 mois. On a été en licenciement économique pendant 1 mois parce que, au tout début du Covid, parce qu'en fait, quand on nous a demandé, d'arrêter les consultations généralistes et cetera, on s'est dit: «Ben mince, il y aura plus besoin de nous». Donc on a été donc voilà, il a fallu à ce moment-là, c'est là où j'ai fait donc des remplats d'urgence dans d'autres cliniques. Ça a été c'était juste une période pas forcément, très Mmh. détendue. Donc c'était le moment de faire un break, de juste se dire: «On va rentrer chez nous et se poser un peu avec nos familles, nos amis et Mmh. prendre le temps de récupérer un peu, de voyager un petit peu si on peut». Donc on a fait quelques tours en France, en Europe. Voilà, on a profité pour se balader un petit peu et puis, après rapidement, je suis quand même tombée enceinte relativement rapidement après ça. Donc après, ça a été, la grossesse, l'accouchement, voilà, tout ça. Et une petite fille à éduquer. Et une petite fille à éduquer, À exactement. Et je me élever, à suis dit: aimer. Voilà, donc quitte à avoir déjà été en année sabbatique, je me suis dit: «Bon, je vais rester, je ne vais pas reprendre le boulot, maintenant, hein, qu'elle est là». Donc du coup, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir, rester, à la maison avec elle pendant, sa première jusqu'à ce qu'elle ait 18 mois, donc c'est cool. Mmh. Trop bien. Mmh. Ça, c'était très chouette, ouais. Comment tu l'as vécu toi,
ces 2 ans et demi de pause dans ta carrière professionnelle qui étaient pas vraiment choisis au départ et puis finalement qu'après, j'imagine une fois que t'as été enceinte et que t'as eu ton bébé, c'était plus choisi Mmh. de dire bah du coup je profite et j'ai vraiment pas du tout envie de rebosser. Comment tu l'as vécu? Ah très bien. Ouais, trop J'étais facile. j'étais très contente. Non, ouais, enfin, pourtant, j'adorais mon boulot, hein, mais ouais, j'avais vraiment eu besoin d'une coupure et puis, en fait, pour ma fille, bah, c'est mine de rien, bon, c'est encore un monde, complètement différent, complètement nouveau quand on devient parent pour la première fois et c'était tellement un chamboulement que je me suis dit: j'ai même pas envisagé de rebosser à ce moment-là. Je me suis dit: «Là, ça m'a déjà pris suffisamment d'énergie». Je me suis vraiment demandé comment font les jeunes mamans qui reprennent le boulot, au bout de 3-4 mois. J'avoue que je leur tire mon chapeau parce que je pense que j'en Mmh. aurais pas été capable. OK. C'est donc non, pour moi, c'était même pas une question. Mon mari, lui, a repris le boulot un peu avant moi. Il a repris le boulot en France au Mmh. bout d'1 an. Mais moi, non, moi j'avais besoin de vraiment faire cette pause, et puis de me consacrer, vraiment à ma vie de famille donc pas du tout de regrets ou de Trop doute bien, par rapport à ça. Ah ouais, non, génial. c'était très cool. Et après ces 2 années et demie en France, à profiter de vos amis, de votre famille et tout, vous avez obtenu la carte verte. Qu'est-ce qui fait que vous Mmh. avez décidé d'y retourner? Parce que vous auriez pu dire, «En fait, on aime trop la France et finalement, c'était bien notre aventure, elle a duré 5 ans et puis on arrête là». Qu'est-ce qui fait que vous vous avez Ouais. dit, «Maintenant qu'on a la carte verte, on y retourne»? Comment vous avez décidé ça? Alors, plusieurs facteurs. Moi, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, je me sentais hyper épanouie et bien là-bas et c'est vrai qu'en fait, voilà, j'aimais beaucoup la façon de travailler là-bas. Bon, ma clinique m'avait sponsorisée, donc c'est vrai que d'un côté, même si je sais qu'on n'avait rien signé et ils attendaient rien de moi, je me disais quand même: «Ce serait cool que je rebosse pour eux au moins un petit peu, Ouais. histoire de leur envoyer l'ascenseur» parce que bon, voilà, je me dis: «Bon, ils étaient pas obligés, Ça hein, leur ils coûte l'ont combien? Quand fait». tu dis ils t'ont sponsorisé, c'est un billet de combien? Alors c'était, il me semble, autour des 5 000 €, 5 000 $, OK. sachant que ça correspond en fait, ils m'ont sponsorisé uniquement la part qui est vraiment obligatoirement due, au sponsor. Certaines cliniques peuvent nous sponsoriser à 100 et dans ce cas-là, une carte verte, ça coûte entre 15 et 20 000 $. OK. Donc il y a certaines cliniques qui sponsorisent la totalité, mais quand Ouais. c'est ça, généralement, ils demandent quand même, un certain nombre d'années de travail après, sur place. Ouais. Moi, ils m'avaient dit: «Écoute, on sait pas ce qui va se passer, machin, on te demande rien, mais on sponsorise du coup que la part minimale, qu'on est censé faire». Donc Ouais. moi, j'avais OK. dit: «Très bien, comme ça j'ai pas d'engagement, j'ai pas de quoi que ce soit, c'est très Ouais. bien». Mais bon, par principe, je me disais toujours: «Bah, ce serait quand même cool». Moi, j'aimais bien bosser là-bas. Faut pas se mentir, financièrement aussi, c'est bien plus intéressant de bosser en tant que véto là-bas qu'en France. Ouais, malgré la vie beaucoup, beaucoup plus chère? Malgré la vie beaucoup plus chère, oui. Les salaires, vétos sont bien mieux valorisés là-bas qu'en France, à Tu mon serais avis. d'accord de nous donner des chiffres ou tu préfères pas? Je peux donner des chiffres, alors moi là en sortie de d'assistanat, donc j'avais quoi du coup? J'avais 2 ans et demi de pratique généraliste après mon internat, plus après donc 1 an d'assistanat. J'ai dû commencer un équivalent de 190 000 $ par an pour 4 jours par semaine. Voilà, Sans ça c'est sans posé. sans garde et sans nuit. Mais tu faisais pas que de l'urgento? Je faisais que de l'urgento, mais 2 jours. Tu faisais que de l'urgento 2 jours, donc pas de nuit et pas de garde? OK. Pas de nuit, pas de garde, parce qu'on avait déjà des collègues qui faisaient l'urgence la nuit. Alors ça Mmh. m'arrivait de temps en temps les remplacer quand elles allaient en vacances, hein, mais voilà. Ouais. En gros, mon planning, c'était du 8h-18h, on va enfin du 8h, autant pour moi, 8h-19h. Ouais. Soit ça, soit je faisais le créneau, suivant, le midi 22h, Mmh. à cheval sur la véto de nuit. Mais voilà, donc c'était
Oui, ça n'a rien à voir Plutôt, avec les salaires en ça n'a France. rien à voir avec ce qu'on a en France. Voilà. Après, Même si la vie est plus chère, on est oui, quand même sur des facteurs qui sont quand même, oui. bien ouais, C'est-à-dire que même ouais. avec, les taxes, la santé, les mutuelles, enfin tous ces trucs-là, malgré tous ces, facteurs, Mmh. le niveau de vie et de vivre Le dans niveau une de vie est des meilleur. régions les plus chères des États-Unis, puisque la Californie et autour de San Francisco, c'est quand même Ah bah, horriblement oui, oui. cher, bah, ça Ouais, reste beaucoup, beaucoup plus intéressant. OK. ouais. Donc ce facteur-là était non négligeable, hein. Ça, c'est sûr qu'on s'était dit, avec mon mari, «Ben, écoute, on retourne bosser là-bas». Alors on s'est jamais dit qu'on voudrait faire notre vie là-bas, Mmh. mais on s'était dit: «On y retourne, quelques années, le temps de pouvoir mettre, de l'argent de côté et puis après de revenir en France et d'être un peu plus confortable». Donc voilà, c'était un peu le plan à la base. Et puis après, bah, il y avait le côté aussi, moi j'ai beaucoup bougé étant petite, j'ai vécu aux États-Unis, étant petite. C'est là que j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais et je me suis dit: «Bah, pour ma fille, ce serait génial qu'elle puisse, apprendre à vivre aussi là-bas, qu'elle apprenne l'anglais et qu'elle soit exposée à ce genre de choses aussi». Donc voilà, il Mmh. y avait quand même plusieurs choses, voilà, qui nous ont et puis bon, on s'est dit, quitte à avoir payé, $15 000 pour avoir notre carte verte, faudrait au moins la rentabiliser un petit peu. Oui, c'est ça. Disons que ça aurait été dommage de l'avoir fait pour rien, quoi. Ouais, OK. Après 2 ans et demi, sans travailler, comment tu te sentais, à l'idée de reprendre le travail? Et comment tu te sentais à l'idée de laisser ta fille, toute la journée? Parce que du coup, c'était quand même 2 très gros changements d'un coup. Ouais. Alors, pour ma fille, on va commencer par là parce que c'était plus facile. En gros, bah, alors, j'avais effectivement jusqu'à ses 18 mois, moi, j'ai pas bossé, mais par contre, dès l'âge de 6 mois, je l'ai mise quand même, à quasiment un temps plein à la crèche, déjà à cet âge-là Mmh. pour que déjà me libérer moi des journées, dispo et puis elle pour aussi la sociabiliser et cetera. Donc, j'avais déjà quand même des journées où elle était déjà en structure de crèche, avant qu'on y aille. OK, Donc ça, à la limite, ça allait pas être un gros changement. La seule difficulté, c'était, bah, de trouver une crèche, à distance. Ça, c'était pas forcément le truc le plus facile. tu Donc m'étonnes. là-dessus, on a eu la super chance, en fait, d'avoir une amie proche qui était dans une phase de changement de travail, transition de vie et qui, savait pas trop où elle en était. On lui a proposé, en fait, de venir avec nous pendant les 3 premiers mois et de s'occuper de notre fille, en fait, à la maison, en tant que jeune fille au pair, en gros, chez nous et elle a dit oui. Donc du coup, on est partis avec elle, et donc pendant les 3 premiers mois où on s'est installés et ben, c'est elle qui s'est occupée, d'Alba, pendant le que nous, on prenait nos marques, on trouvait une maison, on se remettait dans le boulot donc et qu'on trouve une crèche, du coup, pour Alba. Donc ça, c'était super cool. Et après alors au boulot, effectivement, j'étais hyper stressée et hyper flippée de reprendre le boulot après 2 ans et demi de pause où j'avais pas eu du tout le moindre, on va dire, contact avec, la médecine vétérinaire. Enfin voilà, j'arrêtais pas de me dire: «Mais mon Dieu, j'ai oublié de faire ci, je sais plus comment on fait ça». J'étais Mmh. vraiment pas du tout sereine et au final, ça s'est très bien passé. En fait, en reprenant, du coup, j'ai repris au mois de en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontacté ma clinique et alors eux étaient ravis de me reprendre et je leur ai dit: «Bah, au début, je vais juste revenir et je vais juste revenir, de manière, comment dire? Partielle, un peu comme un intérim, en fait, quelques jours par-ci par-là, en fait, en aide en plus». Et histoire de reprendre un peu mes marques, ils m'ont dit: «Pas de problème». Du coup, j'ai fait ça entre octobre et décembre D'accord. et puis après j'ai re-signé mon contrat temps plein au 1er janvier et en fait, c'est vrai que j'étais hyper stressée au début, mais en fait, mine de rien, ça revient quand même, enfin les trous que j'avais quand j'essayais de me faire des cas fictifs dans ma tête pour savoir comment je gérais ci et ça, au final, ben, sur le terrain, en fait, ça revient et puis encore une fois, c'est que je suis pas toute seule non plus, hein. Il y Mmh. avait il y avait de nouveau toute une équipe, alors qui pour une part étaient les mêmes et puis pour d'autres, c'était des nouveaux qui étaient là, mais l'avantage, c'est que je connaissais déjà la clinique, je connaissais quasiment toute l'équipe d'ASV, je savais où étaient les choses, enfin comment la clinique fonctionnait, donc ça aide quand même beaucoup. Mmh. Au final, ça a été beaucoup plus facile que ce que je m'imaginais et tous les films que je m'étais fait avant de avant de reprendre, au final, ça s'est mieux passé que ça. Trop bien. Magnifique.
Je me souviens tout à l'heure qu'on a parlé du Fear Free, de cette formation que tu as faite, et je voudrais bien que tu nous en dises quelques mots avant qu'on arrive tranquillement vers la fin de l'interview. Je suis contente de m'être souvenue de te poser la question. C'était quoi cette formation? Ça t'a pris combien de temps? C'est destiné à qui? Ouais, je veux bien que tu Ouais. racontes un petit peu dans les grandes lignes. En fait, c'est une formation certifiante en ligne qui est ouverte à la fois aux ASV et aux vétos. Génial. C'est pour tout le monde, enfin en tout cas tout le monde dans le professionnel vétérinaire et tout simplement pour aborder les bases du comportement, comment reconnaître un comportement de peur, de stress ou d'anxiété dans la clinique sur un animal, les chiens. Alors c'est vraiment il y a des formations équines, des formations canines, il y a des formations pour les oiseaux, il y a des formations pour différentes espèces. On peut faire toutes celles qu'on veut. Génial. Moi, j'ai fait celle en canine. Donc voilà, comment apprendre à reconnaître les signes et en tout cas quand je parlais du langage corporel tout à l'heure, voilà, c'est ça, hein, les signes de langage corporel d'un animal qui peut avoir peur ou est stressé. Et en gros, quelles sont toutes les stratégies et en fait, il passe par étapes chronologiques de la venue d'un animal à la clinique et tout son parcours depuis le moment où il quitte chez lui jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et sur toutes ces étapes, donc que ce soit la mise dans la cage de transport, ensuite le transport en voiture, l'arrivée à la clinique, qu'est-ce qu'on peut modifier dans la clinique architecturalement parlant ou en termes d'agencement intérieur, en termes de, je sais pas moi, de senteurs qu'on diffuse, en termes de nettoyage, en termes d'habits, en termes d'attitude ensuite, d'entraînement, voilà, toutes les choses qu'on peut faire pour diminuer le taux d'anxiété, donc à l'accueil et comment le personnel d'accueil peut être formé aussi pour favoriser un environnement calme et serein. Ensuite, l'arrivée dans la salle de consultation et ça c'est essentiellement donc pour les ASV parce que ici à chaque fois qu'on a un animal, en fait c'est les ASV qui vont chercher l'animal, qui l'amènent en salle de consultation avec les propriétaires. Elles font généralement elles prennent les constantes vitales en fait dans la salle et demandent brièvement la raison de leur venue. Et après, c'est qu'après que le vétérinaire rentre. Donc voilà, toute cette phase-là, comment encore une fois diminuer les signes de tension, le comportement, notre langage corporel à nous à adopter pour favoriser le calme ou en tout cas comment gérer face à un animal qui est stressé. Pareil au niveau de l'examen clinique, les choses à adopter, les gestes à adopter lors de l'examen pour limiter le stress et après pour tout ce qui est pendant l'hospitalisation et après il y a toute une partie aussi sur les contentions chimiques, hein, les anxiolytiques ou les sédatifs si besoin. C'est vrai qu'aux États-Unis ils utilisent très rapidement beaucoup les sédatifs sur les animaux. Ils n'ont pas envie en fait de se mettre j'ai jamais vu ici nulle part une clinique où des vétos vont envisager de se mettre à 4 sur un chien pour le tenir sur une table pour faire une radio. C'est même pas envisageable. Juste si c'est le cas, on endort le chien. Enfin, on le sédate pour faire notre radio. Et tout ça, ça vient de ces certifications Fear Free. Donc voilà, c'est toute une formation en ligne. Ça prend plusieurs heures. Je sais plus exactement combien d'heures ça m'a prise. C'est des heures qui sont reconnues comme des heures de formation continue. Ouais, de formation continue. C'est payé par la clinique, remboursé par la clinique généralement quand on veut. Il y a même certaines cliniques qui sont certifiées Fear Free. Alors pour ça, il faut que, je sais plus si c'est tout le personnel ou un certain pourcentage du personnel qui eux-mêmes le soient et puis après qu'ils ont des audits dans leur clinique. Donc nous, c'est pas le cas chez nous, mais on a quand même pas mal d'employés, que ce soit Veto ou ASV, qui sont certifiés. Et puis c'est une certification qui est valable 2 ans et puis qu'on doit renouveler en justifiant de quel temps d'heures de formation continue sur ce sujet-là. Ok, génial. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai fait parce que je trouve ça intéressant, c'est toujours positif. Il y a certains clients qui demandent, qui veulent préférentiellement voir quelqu'un qui a été certifié comme ça. C'est un point, je dirais, positif par rapport à la clientèle qu'on met en avant sur notre site internet. On met le vétérinaire est certifié, machin. C'est quelque chose qui allait bien dans ma logique globale de pratique. Donc, c'est bien. Donc donc je l'ai faite. Ouais. Génial. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que tu aimerais dire, un message que tu as envie de passer ou quoi que ce soit d'autre avant qu'on en arrive à la dernière question pour cette interview, Caro?
Un message, je dirais, en tout cas pour ceux qui éventuellement se posent la question de venir partir travailler à l'étranger, de pas, enfin, ça se fait, il y a des moyens. C'est pas toujours facile, mais c'est pas aussi insurmontable qu'on peut l'imaginer, comme moi je le pensais quand j'étais étudiante. Je pensais que Ok. c'était un truc qui était réservé à genre une poignée de gens et que c'était absolument infaisable sinon. Voilà, c'est faisable. Effectivement, c'est pas toujours facile, mais ça peut valoir le coup. Donc voilà, faut pas laisser tomber. Il faut essayer de faire les recherches et puis voilà, essayer éventuellement de contacter des personnes que vous pouvez connaître, qui connaissent quelqu'un. Voilà, par contact, essayer de voir s'il y a d'autres personnes. Moi, je suis ravie de répondre. J'ai déjà eu plusieurs jeunes vétos qui m'ont contacté par le biais de connaissances qui Hmm. avaient envisagé de venir sur le continent américain, donc à qui j'ai déjà parlé pour ça. Trop bien. Donc voilà, Je j'y fais crois. une toute petite parenthèse du coup avant que tu termines. Est-ce que là tu accepterais que des personnes qui t'auraient écouté te contactent? Oui, bien sûr. Et comment ils pourraient le faire? Alors idéalement, je dirais par Facebook ou mail, mais oui, je pense par mail, c'est plus simple, ouais. Donc c'est CAROLINESANONER, Caroline Sanoner, @hotmail.com. Voilà, Voilà. parfait. Trop bien, merci. Je te laisse poursuivre Voilà. la question précédente parce Non, que je vois que il je y a t'ai un autre coupé. point, c'est vrai que non, mais c'est vrai il y a un autre point sur lequel j'étais très sceptique en fait en commençant ma pratique aux États-Unis. C'était donc le concept d'hôpital ouvert qu'on a que j'ai encore pas vu en France. Alors peut-être qu'il existe maintenant, mais effectivement, je connais pas du tout la majorité des cliniques françaises. Mais c'est quelque chose qui m'intimidait moi beaucoup quand j'ai commencé Mmh. là-bas parce que je me suis dit: «Mon Dieu, le client va être là tout le temps à côté de moi, je vais pas avoir 1 minute pour Mmh. connecter mes neurones, réfléchir et si je sais pas, il va être devant moi, machin et tout». Et en fait, et ben, malgré ça, maintenant, honnêtement, j'aurais du mal à fonctionner, enfin et à travailler dans une clinique qui ne le fait pas. Parce qu'en fait, ça a énormément d'avantages. L'avantage déjà pour l'animal qui se sent souvent beaucoup plus rassuré d'avoir son propriétaire avec lui, Mmh. partout où on l'emmène, surtout lorsqu'il est malade ou stressé ou blessé ou quoi que ce soit. Mmh. Bah, pour les gens aussi, les gens sont beaucoup moins stressés, on a beaucoup moins de fous furieux qui se mettent à crier, de panique parce qu'ils savent pas ce qui se passe sur leur animal et qui viennent, nous déranger toutes les 30 minutes à savoir ce qui se passe parce que, bah, du coup là, ils sont là. Pour moi, c'est un gain de temps, notamment quand j'ai des cas un peu, critiques qui arrivent, donc en zone de triage d'urgence parce qu'ils sont pas très stables. Bah, le temps que j'examine l'animal, en même temps, je pose les questions au client en même temps et du coup, qui peut me donner rapidement une idée de qu'est-ce qui se passe pour que moi, je puisse tout de suite, en fait, me focaliser sur les zones que je dois examiner ou sur les examens à faire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gain de temps précieux. Et un point non négligeable, je trouve, c'est que mine de rien, ça valorise aussi beaucoup notre travail aux yeux du client. En Mmh. fait, il voit ce qu'on fait et ils sont beaucoup plus à même d'apprécier en fait, le travail qu'on met, Mmh. l'énergie qu'on met pour faire, les examens, pour s'occuper de leur animal et j'ai beaucoup, beaucoup de clients ici qui nous disent, «Merci de m'avoir pris tout de suite, de m'avoir permis d'avoir fait ça, d'avoir fait ci, fait ça». Enfin et ils comprennent mieux après pourquoi, bah, sur la facture, on facture ci, facture ça. En fait, ils ont pu voir vraiment à quoi ça correspond et Mmh. c'est pas juste, quelque chose flou qui s'est passé derrière des portes où ils voient pas ce qui se passe. C'est ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est alors c'est un peu intimidant au début, ça peut faire peur, hein, je comprends, j'étais la première à être, un peu stressée de ça, mais en fait, ça a tellement d'autres avantages, et puis ne serait-ce que d'un point de vue alors purement, marketing, hein, j'ai envie de dire que c'est quelque chose que les gens adorent, vraiment de se dire qu'ils peuvent venir partout, avec Mmh. leur animal à la clinique. Ça, c'est un truc globalement, les gens, ça les rassure beaucoup. On a des gens qui ne veulent pas aller dans des cliniques, dans des styles CHV ou des cliniques de spécialistes à côté parce qu'ils ne peuvent pas rester avec leur animal. Ça, plusieurs fois, on nous le dit, hein. On nous dit: «Non, moi, je préfère rester chez vous, même si mon animal est pas bien et que peut-être il faudrait qu'il voit un spécialiste». Il dit: «Moi, je préfère rester ici parce que je sais que je peux rester avec lui». Donc ça, c'est quelque chose qu'on a régulièrement, Mmh. mais vraiment pour le côté, voilà, le côté,
travail et puis efficacité et les gens, moi je fais quand on a des animaux qui arrivent en arrêt cardio-respiratoire, on fait la réanimation cardio-respiratoire avec les gens à côté de nous et les gens voient ce qu'on fait et ils sont exposés. Alors, s'ils n'ont pas envie, ils peuvent aller s'asseoir ailleurs, hein, ça c'est pas un problème. Mais souvent, ils veulent être à côté de nous et ils sont généralement très reconnaissants en fait du travail qu'on met. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, voilà, à envisager si vous avez une clinique que vous voulez éventuellement essayer ce concept. Moi, encore une fois, je sais pas, peut-être qu'il existe déjà en France, mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant en tout cas à explorer et à envisager. Et même si on a un doute sur quelque chose, hein, on n'est pas certain. En fait, j'ai remarqué d'être juste honnête avec les gens, notamment quand on est sur des situations un peu critiques, de dire, écoutez là, on va stabiliser, on va mettre sous oxygène et puis je vais aller chercher un de mes collègues pour qu'il vienne voir aussi, voir ce que lui il en pense, machin. En fait, eux ça les dérange pas du tout en fait. Ils me disent: «Oui, il y a pas de souci», et puis ils voient que quelqu'un d'autre vient voir, examine aussi. En fait, ça les rassure presque de voir qu'on est plusieurs à regarder à s'occuper de leur animal. En fait, de pas forcément savoir, c'est pas non plus, c'est toujours un peu stressant et moi je suis la première à ne pas vouloir montrer aux gens que je sais pas quelque chose, hein. C'est hyper déstabilisant comme position, hein. Alors mais mais c'est vrai que voilà, si on montre tout simplement, on dit: écoutez là, c'est un cas un peu particulier, j'aimerais juste demander l'avis de l'un de mes collègues. En attendant, on va juste faire ça, ça, ça pour l'instant, on s'occupe de lui. En attendant, on va essayer de creuser ensemble. En fait, quand on présente de cette manière-là, généralement, les gens sont hyper OK et ça leur pose pas de problème, quoi. Trop bien. Voilà. On passe à la dernière question. La der des der. On va faire un petit voyage dans le futur pour cette dernière question, puisque l'idée, c'est que tu te projettes à la fin de ta carrière professionnelle, quels que soient les tournants et les détours et les aventures que tu vas vivre, et que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à la fin de ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de la carrière que tu auras menée? Ce que j'aimerais dire, c'est de me dire que d'avoir pu aider un certain nombre d'animaux, effectivement, ça c'est toujours, je pense, un peu le but quand on devient vétérinaire, mais d'avoir éventuellement apporté plus de prise de conscience par rapport à l'importance de la communication avec l'animal et la compréhension de l'animal pour pouvoir optimiser les soins. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours au quotidien, même là où je pratique actuellement, où j'ai des jeunes diplômés. C'est quelque chose que j'essaie de leur faire comprendre tout le temps parce que c'est pour moi quelque chose de primordial. Et après, de me dire que j'ai pu apporter ma petite pierre à l'édifice, à la pratique de la médecine éthique, qui pour moi est une des plus, un point hyper important de mon parcours et de mon caractère, hein, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup, Caro. C'était un vrai bonheur pour moi de prendre le temps de cette interview avec toi. En plus, je trouve ça très drôle, j'ai envie de le dire, c'est que on est au même endroit, mais comme je n'ai pas le matériel technique pour pouvoir nous mettre dans la même pièce, eh ben, on est chacune dans une pièce côte à côte. Donc là, on va sortir de cette interview, on va pouvoir aller boire un coup toutes les deux, puisqu'on est en présentiel, mais voilà, bref, chacune derrière son ordi. Merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés jusque-là, et merci encore, Caro, pour ta présence, c'était vraiment chouette. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle suite de journée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de Vetomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vetomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.